on peut dire que c'est vraiment, j'allais dire presque une agriculture forestière, de clairière. Et c'est super important parce que vous voyez que la forêt est partout, elle est dominante, on le verra encore plus tout à l'heure. Et en fait, la forêt va contribuer aussi à ensemencer les pâturages. Voilà. La forêt, c'est vraiment un réservoir de flore et de microflore. Sur certaines appellations, sur Maroilles, à l'époque je me suis occupé de ça, on a réimposé de mettre 80 mètres de haies par hectare, de façon à ce que ces haies d'arbres viennent réapporter donc d'abord la logique de bocage, qui était celle donc de la tiers-arche, mais que ces haies viennent réimplanter en flore les pâturages pour qu'on retrouve effectivement de la diversité. Et ici, nous, on a de la chance parce que regardez ces zones et autres, on peut dire que ce sont des clairières finalement au milieu de la forêt, et elles sont donc en permanence alimentées en fleurs. Et évidemment, un pâturage permanent avec certaines fleurs qui ne peuvent se renouveler que sur des cycles très très longs, ben, ça amène une diversité fantastique. Dans des territoires comme ceux-ci, vous avez en moyenne 120 fleurs, quand je dis fleurs, c'est herbes et fleurs, différentes par mètre carré. Voilà. Donc dans nos fabrications type comté ou Blowjecks où on n'apporte rien, je vais dire chaque oligo-élément qui arrive effectivement donc de ces fleurs avec les terpènes qui sont des véhicules du goût, ben, ça va être majeur. Nous, un vieux comté, un comté qui a 15 mois ou 18 mois, bon, vous n'avez plus de traces de présure, les bactéries lactiques sont toutes mortes, on a encore des enzymes, mais les éléments qui viennent des fleurs sont toujours là et nous apportent des saveurs. Donc la diversité floristique, pour nous, c'est vraiment quelque chose de majeur. À partir du moment où on a du lait, de la présure, rien d'autre, on ne compense pas. Donc il faut vraiment que l'alimentation de l'animal soit un vecteur effectivement donc de saveur. C'est majeur. Majeur. Et pour aller plus loin, dans notre appellation d'origine, puisqu'on est parti là sur ce sujet-là, je vais me mettre là, ça va être professeur, les chers élèves. Mais dans notre appellation d'origine, nous avons fait quelque chose de pour l'instant unique qui renvoie au monde du vin. C'est que nous avons installé, là vous avez des producteurs de lait, et bien sur son terrain on a défini par hectare combien de litres de lait il pouvait produire. Donc sur ton exploitation, tu as combien? 2700 litres. Donc il a le droit, parce que son terrain donc, a une nature de sol, il a le droit de faire 2700 litres par hectare. Et le maximum que l'on puisse trouver, si le sol est particulièrement effectivement favorable, si tout est particulièrement effectivement positif, 4600. Mais de toute façon, le producteur ne peut pas dépasser par hectare cette quantité de production donc, de lait. Donc on est vraiment dans un parallélisme avec le monde du vin, pour éviter d'aller vers une intensification qui serait justement très préjudiciable finalement à ce que sont nos territoires. Le lait, si sa vache a plus de lait, il fait quoi le producteur? Ben, on espère que ça a été fait avec beaucoup de bon sens. Oui. Et donc que sa vache n'a pas plus de lait. Voilà. Il faudrait Parce que vous savez, ici, vous pouvez avoir des sols profonds, mais sur le Haut-Jura notamment, vous avez parfois des croûtes de sol qui sont assez ridicules. Quoi, hein. Donc les potentiels de croissance d'herbes ne sont pas du tout les mêmes. Donc ça a été fait à l'échelle de toute l'aire géographique de l'appellation donc comté, définir producteur par producteur quelle quantité de lait il pouvait effectivement de façon optimale produire sur son terrain et pas sur le terrain d'un voisin, sur son terrain, sur sa propre propriété. Et ça, je pense que c'est majeur.
commencer ce 536e chapitre dans quelques instants. Et sachez que comme un peu je me suis permis de l'évoquer hier soir, eh bien c'est encore un grand moment privilégié pour votre association. En effet, comment peut-il en être autrement dans un cadre aussi radieux qui, évidemment, parce que nous sommes sous la protection de Saint-Huguzon, le saint patron des fromagers, la terre jurassienne s'est revêtie de son plus beau ciel et de ses plus beaux ramages. De plus, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir les sonneurs qui vont maintenant, pour annoncer ce chapitre, nous refaire une petite sonate. Nous sommes aujourd'hui au Poyet et je ne sais pas si le prince Bernard d'Arbésie est encore avec nous. Est-il là? Prince Bernard d'Arbésie, venez avec nous un instant. On va le mettre entre nous deux. Venez nous rejoindre. Quel plaisir, quel honneur de vous retrouver, monsieur. Merci, monsieur. Bernard d'Arbésie est propriétaire du chalet où nous sommes. Et le nom de ce chalet évoque à nouveau effectivement donc une frontière. Et il est le prince de la plus petite principauté donc au monde, la principauté d'Arbésie. Mais comme il nous l'expliquait effectivement tout à l'heure, ce lieu un peu unique où on peut passer de France en Suisse sans voir un douanier a souvent occasionné des moments extrêmement difficiles. Et l'homme que vous avez en face de vous, tout enfant, et aller chercher donc des familles juives du côté français, aller observer si justement dans l'hôtel familial qui sert de principauté, il n'y avait pas d'Allemands pour les faire passer donc de l'autre côté de la frontière et en même temps leur sauver la vie. Donc le père de Bernard a reçu à ce titre la médaille des Justes, infiniment méritée. Donc le Poyet, cette frontière, elle est à la fois symbolique ici, mais tellement réelle parce que certains hommes ont fait. Donc je voulais qu'il soit avec nous aujourd'hui et j'aimerais qu'on l'applaudisse. Et je veux plus généralement vous remercier d'avoir fait ce voyage, pour certains d'aussi loin, du Japon, des États-Unis, du Canada, de beaucoup d'autres pays, pour venir sur nos belles montagnes du Jura, découvrir nos traditions, nos productions fromagères, que l'on sait accompagner avec quelques vins locaux, plutôt sympathiques. Et c'est un bonheur de vous rencontrer aussi, par votre passion, votre expertise, donc eh bien, dans cette culture, ce pan de culture, qui est la fabrication donc fromagère. Donc vraiment, je tenais à vous remercier d'être ici. Et puis, je suis très honoré aujourd'hui d'être un membre de cette probité, vice-prévôt qui plus est, avec effectivement tous ces visages que je connais bien, et surtout les fromagers qui se cachent derrière effectivement donc ces visages. Voilà, monsieur le prévôt, pour introduire ce beau chapitre du Poyet. Il ne pouvait y avoir plus belle introduction. Merci beaucoup, Jean-Charles. Comme à l'accoutumée, je vais rajouter un petit mot, si je vous prie de m'en excuser à l'avance. Mais je voudrais dire au prince de l'Arbésie
que durant plus de 30 années, puisque je n'ai pas honte de le dire, il y a 45 ans que nous avons scellé l'amitié entre Jean-Charles et moi-même. Et cette amitié qui est infaillible, qui m'émeut beaucoup, parce que ce que nous avons vu hier soir, ce que nous vivons encore aujourd'hui, est unique. Et je voulais dire au prince d'Arbésie que venant ici, choisir mes comtés, des fruitières de Charmauvilliers, de Longeville-le-Vieux, tous ces souvenirs que j'ai et qui vont continuer, bien entendu, eh bien, j'avais toujours pour habitude, et j'ai toujours pour habitude, de dormir à la frontière franco-suisse, à l'hôtel L'Arbèze. Et que là, je ne sais pas si à un certain moment, ce n'était pas pour les comtés ou pour la croûte au mori que je venais, parce qu'il nous a régalé tellement merveilleusement que j'en ai aussi un souvenir ému. La plus grande croûte au mori, elle était là. Et c'est mon maître qui m'a appris à faire effectivement le poulet Gaston-Gérard, façon Bernard d'Arbésie. Voilà, et le poulet Gaston-Gérard, absolument, absolument. Merci, monsieur le prince. Merci, merci à vous. Nous sommes particulièrement honorés d'être sur vos terres. Ah oui, c'est un petit peu... Voilà, c'est une petite colonie que l'on a mis en dehors de l'Arbésie pour l'agrandir. Vous savez, on a quand même envie d'autre chose que ce petit monument qu'est l'hôtel. Alors, voilà, c'est un petit peu comme diraient les Anglais, notre Commonwealth. Formidable. Merci de votre présence. Merci. Je vous remercie. Et nous allons débuter, si vous voulez prendre place. Monsieur Arnaud Speranza, est-ce que vous voyez bien tout le monde? Il n'y a pas des têtes cachées, tout est bien? Il manque personne, c'est magnifique. Alors... Je tenais beaucoup à ce que l'on reçoive au moins un fromage de montagne, d'une autre montagne, pas si éloignée, parce que derrière celle-ci, il y a le Mont Blanc, et juste sur l'envers du Mont Blanc, il y a une vallée assez extraordinaire, où des hommes passionnés, dans des caves magnifiques, affinent ce merveilleux fromage d'appellation d'origine et de montagne. Certains alpages sont à 2500 mètres d'altitude, avec une diversité floristique magique. Et je voulais absolument rendre hommage donc, à nos amis producteurs donc, de la Fontina d'Aoste. Mais je laisse parler et travailler effectivement celui qui la connaît mieux que quiconque. Merci et bonjour à tous. Alors, un grand merci avant tout à Jean-Charles qui nous a donné la possibilité de présenter notre fromage ici aujourd'hui à l'occasion de cette importante rencontre. Nous arrivons du Val d'Aoste, on parle de la Fontina Aubry qui a obtenu l'appellation d'origine protégée en 1996, l'AOC en 1955. Et un fromage qu'on produit à lait cru entier